vous m'entendez, je vais hurler un petit peu pour chauffer la salle, parce que nous sommes sans micro ce soir et donc a cappella. Je voulais vous remercier d'être ici pour la première conférence que nous tenons à Fallières, qui est une conférence d'une envergure absolument gigantesque, parce que nous allons parler de Venise, 6e, 21e siècle, donc ce n'est pas un petit sujet. Notre auteure, Elisabeth Crouzet-Pavant, que vous connaissez bien tous et n'est pas à présenter, nous fait l'honneur d'être là avec nous ce soir. Elle va essayer de résumer ces 1600 ans d'histoire en 40 minutes. Je pense que ça va être un défi absolument extraordinaire. Et avec elle, l'archiviste de l'Archivio de Stato de Venise, qui va l'interviewer et avoir une conversation avec elle pour essayer de nous faire comprendre un tout petit peu les méandres de cette histoire vénitienne. À la fin de leur conférence, si vous avez des questions, n'hésitez pas à pousser la voix vous aussi et vous faire entendre. Voilà. Merci beaucoup, bienvenue à toutes les deux. Merci. Et je vous laisse la place. Vous avez de l'eau là. Vai tout. Hein. Bonsoir, je tiens à vous remercier pour l'invitation à participer à cette présentation. Elisabeth Crouzet-Pavant, tu viens de publier Venise, 6e, 21e siècle, chez Belin, dans la collection Références. Pourquoi avoir écrit un nouveau livre sur Venise? Et quelles sont, selon toi, ces originalités par rapport à la production existante? Tu parles les histoires de Venise ne manquent pas. Non, les histoires de Venise ne manquent pas. Alors, pourquoi j'ai voulu écrire un nouveau livre, un nouveau gros livre sur Venise? Pour, je crois, deux séries de raisons. Il me semble qu'il était temps, peut-être, de rendre compte dans un livre, en fait, accessible à ce qu'on a l'habitude de nommer le public cultivé, les acquis de la recherche récente, parce que la recherche sur Venise, recherche italienne, recherche surtout internationale, a beaucoup bougé depuis 4 à 5 décennies. Et il me semblait que les histoires générales à disposition ne rendaient absolument pas compte de ces avancées, mais continuaient à s'inscrire dans une sorte de récit traditionnel, inchangé en quelque sorte depuis des décennies, voire des siècles. Il m'a semblé que c'était aussi le moment opportun pour moi, parce que ça faisait aussi de mon côté un certain nombre de décennies que je travaille sur l'histoire de Venise, sur les archives de Venise, et je rends grâce à Claudia Salvini, archiviste, palographe, qui est aussi mon amie, connue il y a bien longtemps aux archives de Venise. Donc, ça fait des décennies que je travaille sur Venise et que je voulais en quelque sorte exposer un peu le bilan de mes recherches. Bon. Donc voilà pour les raisons qui expliquent l'écriture de ce gros livre. Quant à ces originalités, si elles existent, il me semble qu'elles sont de plusieurs sortes. D'abord, la chronologie, on l'a dit, donc 6e, 21e siècle. Pourquoi ce choix? Parce que la plupart des histoires de Venise, en fait, sont des histoires de la République de Venise, c'est-à-dire s'arrêtent en 1797, au moment de la chute de la République, en expédiant, souvent dans la conclusion, une sorte d'épilogue, la suite de la destinée vénitienne. Donc, il y a
ce choix de la longue durée qui permet d'illuminer la fin de l'histoire, en quelque sorte, l'histoire qui continue, mais qui permet aussi d'illuminer ce qui est en général aussi laissé dans l'ombre, à savoir les origines de Venise, les premiers siècles de Venise qui sont plutôt mal connus. Donc la chronologie, peut-être pour la première originalité, et puis la deuxième originalité, elle vient d'être signalée, j'ai cherché à ce que la recherche récente irrigue, en quelque sorte, ce livre. Quant à la troisième, peut-être, me semble-t-il, en fait, elle tient à la place des sources même dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, par moments, des extraits de documents traduits, et il y a aussi beaucoup d'images, d'illustrations, 150, qui ne sont pas là avec le statut d'illustration, mais qui ont vraiment le statut de source, c'est-à-dire qui servent aussi, autant que le texte, à écrire l'histoire de Venise. Oui, voilà. Oui. Merci. En quoi le choix de l'approche de longue durée peut-il apporter du nouveau à l'interprétation de l'histoire vénitienne? C'est une belle question. Alors, longue durée, oui, on vient d'en parler. Alors, pourquoi la longue durée? Je crois que c'était un des moyens de rendre compte de ce que j'appellerais le jeu des temporalités qui travaillent dans l'histoire vénitienne. Je m'explique en prenant un exemple. L'exemple de la Révolution de 1848 à Venise. Oui, la Révolution de 48 à Venise s'inscrit dans le mouvement général de ce qu'on appelle le printemps des peuples, toutes les révolutions de 48 qui ont lieu au même moment en Europe. Mais en même temps, la Révolution de 1848 a cette particularité de vraiment tenter de faire revivre le passé, en quelque sorte, vénitien. Et je crois que c'est vraiment un des aspects les plus caractéristiques, peut-être, de l'histoire de Venise, c'est que le passé est toujours, en quelque sorte, en train de travailler le présent vénitien. Et donc, la longue durée permet, je crois, d'appréhender cette réalité de l'histoire vénitienne. Et puis, peut-être aussi, la longue durée est la seule approche pour vraiment redimensionner, je pense, analyser un certain nombre de phénomènes. Là encore, on peut prendre un exemple, celui de la puissance économique vénitienne. Selon le récit traditionnel, en quelque sorte, bon, la puissance maritime vénitienne s'effriterait donc avec les grandes découvertes au début du XVIe siècle. Qui travaille sur la longue durée peut mesurer comment, en réalité, il y a une sorte de rebond de l'aventure commerciale à la deuxième moitié d'abord du XVIe siècle, et puis comment, au XVIIIe siècle, finalement, les mouvements du port de Venise sont extrêmement importants. Alors, bien sûr, la dimension internationale s'est un peu réduite par rapport à ce qui précédait, mais en même temps, voilà, cette approche permet de rendre toute son importance, justement, à la vie maritime de Venise au XVIIIe siècle, un aspect de l'histoire qui est en général totalement négligé. Oui. Oui. Le livre est divisé en deux grandes sections. La première se nomme « Les vies successives de Venise ». Commençons par l'évoquer. Peux-tu nous dire quelles sont ces successions de vie de Venise et pourquoi avoir choisi un tel titre? Alors, en choisissant ce titre, j'ai voulu essayer de mettre en relief ce qui me paraît être une des caractéristiques principales de l'histoire de Venise, à savoir la résilience, pour employer un mot qui est très à la mode, que tout le monde emploie maintenant, la résilience de Venise. Il me paraît que le terme de résilience est vraiment adapté
à l'histoire de Venise. Et alors, j'ai voulu aussi essayer de faire apparaître ce qui est en général un peu gommé, à savoir que sous le nom de Venise se dissimulent en fait des réalités très différentes selon les moments. Venise naît au pluriel. Venise naît d'abord comme une confédération insulaire, une confédération donc de communautés d'habitants dans le bassin des lagunes. Et jusque tard dans le Moyen-Âge, le mot de Venise est toujours employé pour cette raison au pluriel, puisque au départ, Venise, ce sont les Venises, hein, ce sont ces communautés d'habitants à travers donc le duché des Vénitiens, le Dogat. Puis Venise devient Rialto Venise et commence la trajectoire de la puissance économique, commerciale, surtout, et la montée en puissance également politique de Venise. Donc c'est l'histoire de la République de Venise. Venise devient donc une puissance économique, puis se transforme dès la fin de l'époque moderne en une capitale, en quelque sorte, des plaisirs, des loisirs, mais aussi de la culture. Et puis, la ville, je connais toutes ces dominations étrangères, devient italienne, avec Marghera, Venise, puis Mestre, Venise redevient pluriel, hein, c'est-à-dire qu'on passe de nouveau à une Venise au pluriel. Donc, en parlant de ces vies successives, j'ai voulu aussi un peu faire revivre donc tous ces moments et toutes ces réalités différentes hein, qui constituent l'histoire de Venise. Et puis, ce terme de vie successive renvoie pour moi à aussi quelque chose, à un phénomène, si vous voulez, que je trouve très important dans l'histoire de Venise. C'est-à-dire que ces vies sont en effet successives, mais en même temps, aucune d'elles ne s'arrête jamais. Hein, c'est-à-dire que ces vies s'enchaînent, s'imbriquent, et c'est en ce sens que je parlais de durée associée. Exemple, la puissance commerciale, je vous l'ai dit, en fait, elle se prolonge très longuement sous des formes diverses, mais elle se prolonge. Lorsque Venise devient une capitale de la culture, des plaisirs, le carnaval, etc., au XVIIIe siècle, pour autant, les vies successives, en quelque sorte, ne s'interrompent pas. Donc, cette formulation hein, m'a permis à la fois, je répète, d'insister sur la résilience, cette capacité à se transformer, à s'adapter, et en même temps sur ce phénomène donc, de durée, en quelque sorte, imbriquée de l'existence vénitienne. Voilà, donc ce terme renvoie donc à toute cette durée de l'histoire vénitienne, toute cette première grande section du livre, qui est donc une section chronologique, étant bien entendu que j'ai cherché, pour chacun des moments, en quelque sorte, à mettre en avant une thématique, hein, rendant compte aussi de chacune des grandes séquences chronologiques de l'histoire de Venise. Oui. Voilà. Oui. Alors, l'ouvrage démarre avec l'analyse du dossier des origines de Venise. Or, nous avons vu que l'année 2021 avait été marquée par une série de manifestations destinées à célébrer l'anniversaire de la fondation de Venise en 421. Que faut-il penser de cette légende d'une fondation en 421? A contrario, la recherche récente a-t-elle enrichi les dossiers des origines? C'est une question double. Ah, oui. Alors, la légende de 421 est, comme nous venons de le lire, une légende. Et alors, ce qu'il y a d'assez amusant, je ne sais pas si vous étiez donc à Venise, peu ou prou,
durant l'année qui vient de s'achever, mais c'est que des célébrations donc ont été organisées pour commémorer cette fondation de Venise en 421. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il s'agit d'une légende parmi bien d'autres légendes venant expliquer la fondation de Venise. Or, il n'y a pas de fondation de Venise. Hein. Si vous voulez, il y a une sorte de genèse complexe, lente des communautés lagunaires. L'affaire de 421 est assez piquante parce que c'est quand même la première fois dans l'histoire longue de Venise qu'on a célébré cet anniversaire. C'est-à-dire que même en 1421, personne n'a osé célébrer l'anniversaire de 421 parce que tout de même, dès 1421, tout le monde savait qu'il s'agissait d'une légende. Donc, malgré tout, là, les conservateurs de l'Archivio di Stato et les conservateurs de la Marciana ont bien fait en organisant donc une sorte de gigantesque poisson d'avril l'année dernière, en faisant un communiqué de presse où ils indiquaient qu'ils avaient trouvé les documents attestant la fondation de Venise en 421 pour démentir aussitôt et indiquer qu'il s'agissait vraiment d'un poisson d'avril, hein. Oui. C'était le 1er avril, c'était donc d'un poisson d'avril parce qu'il s'agissait évidemment de se moquer un peu des prétentions de la mairie et du comité scientifique SIC qui organisait ces célébrations donc pour une fondation qui n'a jamais eu lieu. Cela étant, c'est vrai que la plupart des Vénitiens, enfin beaucoup de Vénitiens, je crois, aujourd'hui encore, considèrent que l'église San Giacomo di Rialto est la plus ancienne de Venise, qu'elle aurait été fondée en 421, ce qui fait partie de la légende absolument. En 421, il n'y avait pas San Giacomo di Rialto. Alors, en fait, le dossier des origines est certainement un des dossiers les plus compliqués de l'histoire de Venise. Pourquoi ? Parce que il y a toute cette fabrication légendaire. Tout au long du Moyen-Âge, les chroniqueurs, l'un après l'autre, ont ajouté, si vous voulez, une couche, des sédiments à cette légende complexe de la fondation de Venise. Chaque chroniqueur a inventé une tradition différente venant expliquer l'arrivée des hommes dans le bassin des lagunes. Or, ce que l'on sait grâce essentiellement à l'archéologie, parce que même s'il y a eu une critique textuelle extrêmement fouillée justement de ce dossier des origines, c'est vraiment l'archéologie ces dernières années qui a permis de faire avancer le dossier des origines. Or, il apparaît donc que, contrairement à ce que aux légendes successives, ce ne sont pas les invasions successives, et en particulier l'invasion lombarde, qui ont provoqué le transfert des populations de la terre ferme dans le bassin des lagunes, mais qu'il y a, dès la fin de l'Empire romain, donc les premiers siècles du Moyen-Âge, des communautés d'habitants, en nombre restreint, bien entendu, mais qui pêchent, qui exploitent le sel, et surtout qui font des transports, qui ont une activité commerciale à l'intérieur du bassin des lagunes, qui est beaucoup plus étendu qu'il ne l'est aujourd'hui, et l'archéologie a mis en évidence l'existence d'une série de ports, de sites donc, qui étaient habités, qui étaient actifs. Alors, c'est vrai qu'ensuite, avec les grands mouvements de population liés aux invasions successives, la population croît à l'intérieur du bassin des lagunes. Mais en tout cas, l'archéologie a bien montré que l'histoire est bien plus compliquée que ce que les chroniques médiévales racontaient. Si vous voulez, au bénéfice de Venise. Venise, ville miraculeuse, ville neuve, née de rien, comme ça, au milieu des lagunes, avec les populations se transportant d'un coup, avec leurs reliques et leurs prêtres, et fondant des églises, des maisons, au milieu d'un désert. En fait, le désert n'était quand même pas totalement un désert. Non. Et la construction de la puissance vénitienne se joue d'abord sur la mer. Peux-tu rapidement reprendre pour nous le récit de cette montée en puissance ?
Oui, en fait, je vous l'ai dit dès l'origine, ces communautés d'habitants se livrent à des activités commerciales, alors pour une raison extrêmement simple, hein, c'est que les ressources sont extrêmement limitées dans le bassin des lagunes, et que donc il fallait se procurer évidemment tous les éléments indispensables à la vie, que donc le commerce fait partie des activités les premières développées, les Vénitiens faisant du cabotage, des transports, mais en même temps vendant le sel et le poisson des lagunes. Alors la chance en quelque sorte des communautés de la lagune va être évidemment l'appartenance première à l'Empire byzantin, c'est-à-dire la fraction de l'Italie du Nord dont la capitale est Ravenne, qui demeure byzantine. Tout le reste de l'Italie du Nord a été conquise par les Lombards. Donc Venise, comme Comacchio, est une des fenêtres par lesquelles les Byzantins font encore rentrer les produits orientaux en Italie, et les Vénitiens les acheminent par les fleuves, par le Pô et ses affluents. Et puis, ces liens avec Byzance expliquent la montée en puissance du commerce vénitien. Les Vénitiens vont prêter à plusieurs reprises main forte grâce à leur flotte aux Byzantins et obtenir en échange des privilèges commerciaux, ce qui leur permet, alors aux côtés d'autres Italiens, des Amalfitains, des Pisans, des Génois, de s'installer dans l'Empire byzantin et de commercer en Méditerranée orientale. Mais ces liens avec Byzance, histoire compliquée, puisque les Byzantins, assez rapidement, vont finir par craindre les Vénitiens et considérer Venise comme une rivale. Ces liens avec Byzance expliquent vraiment cette parabole commerciale vénitienne. Et puis, je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est en général totalement gommé par les histoires de Venise qui présentent la puissance économique vénitienne comme un peu allant de soi, c'est que Venise est une puissance guerrière, et que donc la flotte de guerre vénitienne appuie les entreprises commerciales, avec d'abord la conquête progressive de l'Adriatique, et puis progressivement la lutte à mort pour au nom de la compétition économique qui s'engage avec les autres villes italiennes, et en particulier la principale rivale qui est Gênes. Donc il y a aussi cette composante guerrière qui est fondamentale dans l'histoire de Venise et qui explique aussi les succès vénitiens. Venise est une puissance guerrière. Et le demeure jusqu'à la fin de la République, parce que encore quelques années avant la chute de la République, vous avez la flotte vénitienne qui vient donner un peu de sa puissance face aux régences barbaresques en Afrique du Nord. Tout au long de l'histoire de la République, il y a eu vraiment cette composante guerrière qu'il ne faut pas oublié, et qui explique aussi le succès économique vénitien. Oui, oui, merci. Tu sembles donc remettre un peu en question la vision habituelle selon laquelle Venise serait atteinte par la décadence à partir du XVIe siècle. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, comme je l'ai déjà signalé tout à l'heure, je crois que le choix de la longue durée permet aussi de repenser ces problèmes de décadence vénitienne. Le schéma traditionnel est le suivant. Venise aurait donc irrémédiablement perdu de sa puissance à partir de la découverte des nouvelles routes. Alors, pas tant d'ailleurs la route ouverte par Christophe Colomb, mais celle consistant à doubler le cap de Bonne-Espérance, donc la route africaine qui a permis aux Portugais d'aller acheter directement les épices, donc en évitant les intermédiaires
essentiellement au Levant, et les Vénitiens qui allaient acheter les épices au Levant. En réalité, c'est vrai que le choc est très rude pour Venise, et que pendant quelques années, au début du XVIe siècle, plus d'épices à Venise, la plupart des épices, en fait, sont redistribuées à Anvers. Pourquoi? Parce que les bateaux portugais les acheminent jusqu'à Anvers, qui concurrencent donc Venise pendant quelques années. Mais dès la deuxième moitié du XVIe siècle, en réalité, les deux routes fonctionnent. La route traditionnelle, c'est-à-dire Méditerranée orientale, et les Vénitiens qui continuent à aller s'approvisionner essentiellement en Égypte, en même temps que la route atlantique. Bon. Et puis, surtout, ce qu'il faut, je crois, bien mettre en évidence, c'est que le XVIe siècle, et nous retrouvons la capacité de résistance et d'adaptation, marque le rebond industriel de Venise. Venise n'était pas une ville industrielle, si l'on accepte l'Arsenal, qui est évidemment une très grande concentration ouvrière, mais au Moyen-Âge, vous avez une industrie de la laine qui est absolument faible au regard de ce qu'il y a partout ailleurs en Italie, particulièrement à Florence et à Milan. Or, au début du XVIe siècle, à Venise se développent à la fois des industries du luxe, la soie, le verre, l'imprimerie, qui au départ est aussi une industrie qui s'adresse à un public malgré tout relativement limité, même si ensuite on fait des imprimés de plus large diffusion, mais en même temps devient une ville industrielle, avec en particulier une industrie de la laine tout à fait, pour des productions tout à fait traditionnelles, si vous voulez, pas des industries de luxe, qui emploient vraiment des milliers et des milliers d'ouvriers. Donc vous avez, alors que la trajectoire commerciale, vague que vague, continue à se poursuivre, vous avez la montée en puissance de cette industrie vénitienne qui explique qu'en réalité, la ville n'a sans doute jamais été aussi riche qu'au XVIe siècle. Et même au XVIIe et au XVIIIe siècle, vous avez d'autres adaptations, alors, en particulier la survie des industries du luxe, stimulée par l'exportation, mais stimulée aussi par le fait que vous êtes dans une ville tout de même où la consommation est très importante. Pas seulement la consommation des élites, mais aussi, là il y a eu des études très intéressantes de fait, la consommation de ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes. Pourquoi? Parce qu'en particulier, les salaires vénitiens sont à ce moment-là, au XVIIe et XVIIIe siècle, plutôt élevés au regard de ceux d'autres villes européennes, ce qui explique, là aussi, qu'il y ait une stimulation, si vous voulez, à la consommation. Donc, en fait, vous voyez, l'histoire de la décadence vénitienne, voilà, cette histoire qui consiste à marquer comme ça des grandes césures dans l'histoire de Venise, me paraît devoir être écartée au profit d'une vision un peu plus complexe des réalités. Oui, oui. Merci. Tu montres comment, à un certain moment, le regard sur la République de Venise change en Europe. Quand ce changement intervient-il et pourquoi? Que peut-on en déduire de manière plus générale sur la place de Venise en Europe à l'époque moderne? Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dès le Moyen-Âge, Venise suscite l'admiration, alors d'abord des autres villes italiennes, admiration qui n'exclut pas certaines jalousies. Admiration, bon, évidemment du fait de la richesse vénitienne, mais aussi du fait de la singularité des institutions vénitiennes, avec ce doge, ses conseils, etc., qui garantissent malgré tout à la ville une certaine stabilité de la vie politique et civile au regard de ce qui se passe ailleurs dans les autres villes d'Italie qui sont animées par des conflits civils extrêmement violents. Cette image est encore plus puissante au début de l'époque moderne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le choc des guerres d'Italie et que donc pratiquement tous les régimes italiens
ce sont des faits du fait des guerres d'Italie, et en particulier donc la République de Florence, etc. Or, le seul régime médiéval qui survit, en s'adaptant évidemment, en se recomposant au choc des guerres d'Italie, c'est celui de la République de Venise. Et donc, pendant plus d'un siècle, Venise va devenir, pour la pensée politique européenne, une sorte de référence majeure, une sorte de modèle qu'il faut commenter, qu'il faut analyser en cherchant à comprendre pourquoi ce régime politique parvient à résister et dure alors que tous les autres sont condamnés. Cette vision, qui est vraiment diffuse, si vous voulez, de l'Angleterre à la Pologne, hein, qui alimente une production philosophique extrêmement fournie, commence à sombrer à partir de la fin du XVIIe siècle. Et là, on voit comment se met en place cette nouvelle image de Venise, alors qui est souvent celle d'ailleurs qui est mise en avant par certains ouvrages. Vous voyez là, la République des dénonciations, la République des inquisiteurs, la République de la terreur, la République de la suspicion, de la délation. Donc, l'image d'un gouvernement aristocratique qui n'arriverait pas à se réformer. Et à ce moment-là, on mesure à quel point, si vous voulez, la République de Venise, malgré tous ses efforts, à partir de la fin du XVIIe siècle, est devenue une sorte d'apax, enfin de régime singulier, étonnant dans l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on est à l'âge des monarchies, surtout à l'âge des empires. Et malgré tous ces efforts, et même si Venise continue à résister et à avoir toujours ce qu'on appelle en français, avec beaucoup de guillemets, un empire colonial, c'est-à-dire des possessions maritimes, malgré la survie de cet empire, la République de Venise commence à peu compter hein, dans le jeu politique européen. Et à partir de ce moment-là, le regard change totalement. Il y a l'idée que c'est une sorte de fossile là, qui résiste en quelque sorte de manière étonnante dans l'Europe politique. Et puis commence en même temps à se mettre en place cette image. Alors c'est très frappant parce qu'en fait cette image précède la chute même de la République. L'image d'une Venise qui serait en train de mourir. Et on voit cette image apparaître, en fait, dès la fin du XVIIIe siècle, même dans les descriptions des voyageurs qui pourtant sont à Venise pour le carnaval, pour se divertir, pour assister aux concerts, pour aller au théâtre. Déjà, il commence à écrire que cette ville se meurt, que l'eau érode tout, que les façades s'effritent, que les tableaux sont recouverts par une sorte de crasse. Donc l'idée déjà d'une mort de Venise et d'une mort à Venise qui apparaît dès la fin du XVIIIe siècle. Et donc un changement, si vous voulez, total hein, dans le regard porté sur Venise. La description que tu fais de Venise dans la seconde moitié du XIXe siècle sont tout à fait étonnantes. Que se passe-t-il alors dans les lagunes? Oui, alors pour le coup, là nous sommes vraiment dans la mort à Venise, mort de Venise. Durant le XIXe siècle, Venise subit un certain nombre de dominations étrangères. Et la première domination autrichienne et la deuxième domination autrichienne après la Révolution de 1948 sont extrêmement dures. Alors, la ville, à la fois, perd de ses habitants, la ville s'appauvrit, plus d'activité économique, le port est vraiment réduit à presque rien,
Et ce qu'il y a de tout à fait étonnant, ce sont les descriptions qui sont tout à fait précises, qui nous sont laissées par les organismes qui inspectent les conditions de salubrité des logements ou les conditions démographiques. Venise, dans les années 1880, a la démographie d'une ville d'Ancien Régime, c'est-à-dire un taux de mortalité infantile absolument sidérant, si vous voulez, à peu près comparable à celui de Naples, un taux de mortalité aussi extrêmement élevé, donc espérance de vie courte, et puis surtout la ville, dans les années 1860-70, est vraiment dans un état de délabrement saisissant. Alors qu'il s'agisse de l'habitat noble, des palais dont beaucoup paraissent être en très mauvais état, mais qu'il s'agisse aussi de l'habitat populaire dont nous avons des descriptions absolument terribles, et ces conditions d'habitat expliquent aussi en partie cette situation démographique que j'évoquais à l'instant. Oui. En fait, je dois dire que grâce à ces livres, j'ai découvert de nombreux détails que je ne connaissais, même pas pour les siècles plus proches de nous. C'est une partie vraiment très, très intéressante. L'analyse de la Venise fasciste est également saisissante. Peux-tu évoquer en quelques mots les moments fascistes dans les lagunes? Je pense qu'il y a deux éléments qui sont particulièrement intéressants dans l'histoire de la Venise fasciste. Un, l'extraordinaire capacité de résistance des élites vénitiennes. J'entends par là que les élites vénitiennes, l'aristocratie du Grand Conseil, résistent à tout. On la voit en 1797, au moment d'être toujours là, donc au moment où la République s'effondre. Elle va un tout petit peu être mise en retrait pendant la domination française, puis au début de la première domination autrichienne, puis elle ressurgit, et elle est présente tout au long du XIXe siècle, et les mêmes élites, les mêmes familles membres du Grand Conseil se retrouvent dans les élites fascistes et donnent les maires de Venise et fournissent donc tout l'appareil de gouvernement de la Venise fasciste. Il y a là quelque chose de très intéressant dans cette, vraiment, là aussi, capacité de résilience et d'adaptation, cette fois-ci, des élites. Et puis, le deuxième point très intéressant, c'est vraiment, bon, c'est connu, mais comment Volpi, à la fois, met la main sur tout, mais aussi... Alors, Volpi, comte de Misurata, l'homme de Marghera, l'homme qui tient tout à Venise, qui est en même temps ministre de l'Industrie, etc. Comment Volpi utilise vraiment Venise au profit, comme vitrine du fascisme, avec d'abord la Biennale, puis aussi la Mostra qui est créée à ce moment-là et qui va permettre vraiment au régime fasciste de se montrer sous ses plus belles couleurs, si j'ose dire, à Venise, sur le Grand Canal, à la Mostra, etc., sur le perron de l'Excelsior, etc. Ouais. Tu te fais historienne du temps présent pour évoquer la Venise d'aujourd'hui. Quelle a été ta méthode pour décrire cette ville actuelle et les problèmes qu'elle rencontre? Oui, le dernier chapitre des vies successives, qui s'intitule « À l'heure du Spritz global », donc est vraiment centré sur la Venise d'aujourd'hui. Et en fait, pour appréhender la situation de Venise aujourd'hui, j'ai commencé par travailler, m'inspirant de ce que Edgar Morin avait fait pour la rumeur d'Orléans,
commence à travailler à partir de la rumeur. Il y a 2-3 ans, circulait dans Venise, tout le monde raconte, enfin les Vénitiens racontaient cela. Toujours, l'un d'eux vous disait « Ah, ma femme, mon boulanger, mon plombier, mon cousin a rencontré un étranger, un touriste qui lui a demandé à quelle heure ferme le parc. » Et il y a eu cette rumeur qui s'est vraiment répandue chez les Vénitiens, et moi on me l'a raconté plusieurs fois, moi c'est mon plombier qui me l'a raconté, et c'était sa femme qui aurait eu... Bon. Et donc je suis partie de cette rumeur comme d'un moyen pour appréhender en fait les peurs des Vénitiens et leurs appréhensions multiples dans tous les sens du terme face à la submersion touristique. Et donc là, j'ai plutôt tenté de faire un travail de sociologue ou d'anthropologue ou d'ethnologue en travaillant sur la Venise d'aujourd'hui. Et la lecture du Gazzettino et de la Nuova Venezia m'a beaucoup aidé aussi dans cette entreprise parce que les articles réservés aux touristes et au tourisme disent beaucoup sur le rapport des Vénitiens au tourisme. Oui, oui, oui. Venons à la deuxième section, l'atelier de l'historienne. Comment se caractérise cette deuxième partie de l'ouvrage? Alors, si la première partie est plus chronologique, avec, comme je l'ai dit, à chaque fois la volonté de caractériser en quelque sorte thématiquement la séquence étudiée, la deuxième, beaucoup plus courte, est seulement thématique. Et là, j'ai voulu faire apparaître peut-être un certain nombre de thèmes de l'histoire de Venise qui sont les moins explorés par les histoires de Venise à disposition et celles qui ont été le plus renouvelées par la recherche récente. Voilà, et en particulier donc, des thèmes sur lesquels j'avais moi-même particulièrement travaillé. Oui, très intéressante. Oui. Et en particulier, par exemple, justement l'histoire de l'environnement, de l'écosystème vénitien, ou l'histoire des femmes à Venise dans la longue durée, puisque toutes les histoires de Venise, enfin pas seulement les histoires de Venise, mais enfin l'histoire de Venise particulièrement, est une histoire qui n'est jamais écrite qu'au masculin. Vous n'avez que des personnages masculins, des plus obscurs aux plus connus. Et donc un chapitre est réservé aussi à, justement à une Venise au féminin, puisque... Mais pas seulement le plus bien connu. Oui. Y compris justement les Impirares et les, enfin, d'ailleurs toutes ces femmes au travail, puisque comme partout en fait l'industrie, y compris à l'époque moderne, reposait, l'industrie de la soie en particulier reposait sur le travail féminin, mais l'industrie des perles, c'était des femmes qui enfilaient ces milliers de rangs enfin pas seulement de rangs, vraiment de fils de perles, de cordes de perles qui servaient ensuite à différents ouvrages. Quelles sont les thématiques au sein de cet ouvrage que tu as pris le plus d'intérêt à explorer? Pour moi, c'est vraiment l'histoire de l'écosystème vénitien, de son aménagement, peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce problème depuis longtemps et que ici, la longue durée est particulièrement intéressante puisque je pense qu'il était très utile peut-être de faire ressurgir l'histoire de ce rapport qu'ont eu les Vénitiens avec leur écosystème depuis pratiquement les origines, et l'histoire des aménagements successifs qui ont permis à Venise d'exister, puisque sans ces aménagements successifs qui commencent à l'époque médiévale et qui sont en réalité considérables, si l'on en juge, enfin surtout si on pense à l'état des techniques, etc., la vie dans les lagunes n'aurait pas été possible. Donc il y a là pour moi une histoire d'un intérêt particulier qui est en général très mal connue, puisque l'histoire de l'environnement vénitien commence à être explorée seulement
à partir de l'Aqua Grande et des années 1960. Hein. En général, les historiens ne s'intéressent qu'aux voilà, aux 60 ou 70 dernières années. Oui, oui. La dernière question, peut-être un peu complexe. Ça. Tu as, au cours de cet entretien, évoqué à plusieurs reprises la question de mythes qui traversent l'histoire de Venise. En quoi est-il important, à ton sens, de les explorer? C'est une question un peu... Oui, alors, pour citer un grand historien français qui est Paul Venn, les mythes racontent ce qui est profondément vrai pour ceux qui ont créé ces mythes, pour les peuples. Donc je crois que les mythes qui sont très présents dans l'histoire de Venise, on a déjà évoqué le mythe des origines, enfin des mythes des origines, que ces mythes doivent être vraiment pris au sérieux et font partie intégrante de l'histoire de Venise. Donc ma démarche a toujours consisté à les étudier comme des objets d'histoire à part entière, comme des acteurs de l'histoire à part entière, et non pas à vouloir démontrer, ce qui est quand même un peu élémentaire, peut-être comme ce serait un peu élémentaire comme démarche, que le mythe est un mythe. Évidemment que le mythe est un mythe, il faut l'établir, mais ensuite, il faut comprendre sa fonction. Donc, l'histoire de Venise, en fait, s'enrichit de beaucoup de mythes, de celui des origines à celui de la République, paradigme vraiment de l'équilibre politique, etc. Et je crois qu'il faut vraiment prendre ces mythes au sérieux et les étudier comme des objets d'histoire, comprendre que les Vénitiens ont pendant des siècles vraiment cru que le refuge des lagunes leur avait été donné par Dieu et donc que leur histoire était par là même une histoire providentielle puisque Dieu avait voulu qu'ils accomplissent leur destinée dans ce site particulièrement ingrat et hostile. Voilà. Oui. Merci. J'ai terminé mes questions et c'est à vous de faire. Oui, monsieur. Merci pour la conférence. On a fait un gros saut là, entre le fascisme et le présent. Et je veux savoir si vous traitez dans le livre de la période des années 60-70. Ce qui me frappe, c'est peut-être un effet d'optique, mais ce qui me frappe en visitant Venise maintenant, c'est le caractère sociologique extrêmement petit bourgeois de la ville, dominé par des boutiquiers, des commerçants, etc. Et j'étais très frappé en lisant l'histoire de la région de savoir qu'à quelques kilomètres d'ici, à Porto Marghera, on a un lieu de grande lutte ouvrière dans les années 60-70. Je voulais savoir si vous traitez de ça dans votre livre et comment ce moment, le long 68 italien, s'est répercuté à Venise, ou est-ce que c'était quelque chose, est-ce que c'était deux univers complètement séparés et que, étant donné le caractère sociologique de Venise même, il n'y avait pas tellement d'effet, ou est-ce qu'il y a eu des changements sociologiques très, très profonds qui sont passés entre les années 70 et maintenant? Oui, merci monsieur. Oui, bien sûr, je traite des années d'après-guerre et des années 60-70. Alors, lutte ouvrière à Marghera, oui, qui commence essentiellement d'ailleurs à la fin des années 1950, etc., parce que malgré tout, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ça tenait au fait qu'à Marghera,
la plupart des ouvriers étaient en fait des paysans venus de la terre ferme vénitienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, disons que la résistance, les grèves, etc., ont été beaucoup moins marquées à Marghera que dans d'autres villes industrielles italiennes du fait de ces traditions différentes. Donc, c'est plutôt à partir de la fin des années 50 et surtout 60, au moment où le miracle italien, qui repose sur le fait tout de même que les salaires sont bas, commence à peser réellement sur les populations ouvrières, qu'il y a une montée en puissance des revendications ouvrières à Marghera qui vont en effet s'épanouir. Alors, le moment 68, oui, il y a deux moments 68. Il y a Marghera et puis à Venise, mais on retrouve là une configuration qu'on a connue dans beaucoup de villes européennes. À Venise, en fait, ce sont quand même surtout les étudiants qui vont protester et manifester, alors en tentant de faire voilà, leur fonction avec les ouvriers, mais voilà, là on est dans une configuration qu'on connaît bien, c'est exactement la même configuration qui a pu se mettre en place en France, hein, par exemple. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est vrai qu'à Venise insulaire, dans la Venise historique, oui, alors en particulier, c'est au moment de la Biennale, enfin, il y a eu toute une agitation, mais ce sont plutôt les jeunes, hein, évidemment, qui ont manifesté, comme ailleurs. Hein. Oui. Disons que la situation, là, n'a pas une originalité criante hein, par rapport à ce qu'on pouvait... Si, bien sûr qu'ils tentent, mais vous voyez, ça marche à peu près aussi bien que ça a pu marcher en France, hein, par les quelques étudiants qui ont renoncé à l'agrégation d'histoire pour aller embaucher chez Renault. La jonction entre le mouvement ouvrier et la CGT, c'est pas faite de façon très réussie. Hein. Donc, si vous voulez, là où on est dans une situation assez classique hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître ailleurs en Europe pour 68. Mais c'est sûr que le gros de la contestation était évidemment à Marghera, même s'il y a une contestation jeune, étudiante, mais jeune surtout, assez forte à Venise, plutôt intellectuelle là. Oui. Oui, bonjour. Bonjour madame. Merci pour votre exposé. Il me semble que l'exécutivité de Venise, qui a toutefois toujours oscillé entre 100 000 et 200 000 habitants, l'a poussé à choisir un commerce de luxe, un commerce à forte plus-value. Il était question de l'encens, c'est-à-dire 50 kg d'encens est quand même beaucoup plus facile à manier que 3 tonnes de blé, et de pratiquement tout le commerce d'église. En réalité, les habits de soie, etc. Non, vous savez, encens, oui, mais le gros du commerce vénitien, au XIVe, au XVe siècle, comme d'ailleurs au XVIIIe siècle, ce sont des pondéreux. Hein. Si vous voulez, l'imagination s'est toujours focalisée sur le commerce, l'aspect, disons, le plus exotique et le plus brillant du commerce, c'est-à-dire les épices et les produits de luxe. Mais en réalité, le commerce méditerranéen, comme d'ailleurs après le commerce atlantique, mais enfin le commerce méditerranéen, le commerce vénitien est un commerce d'abord de pondéreux. C'est-à-dire, qu'est-ce que les Vénitiens vont acheminer massivement? C'est du blé. Des blés, pas seulement pour se nourrir, jusqu'en 1550, ensuite, à partir du moment où les Ottomans mettent des limitations sur le marché du blé, et en particulier sur l'accès aux régions pontiques, développement de la culture en terre ferme pour se ravitailler, des blés, mais pas seulement pour Venise. En réalité, les Vénitiens, ce sont les Vénitiens qui approvisionnent, par exemple, Bruges ou un certain nombre de villes du Nord. Donc, en blé, en vin, n'oublions jamais le vin, qui est un des grands produits du commerce méditerranéen. Et puis, alors là, plus spécifique
au commerce vénitien un pondéreux, qui d'ailleurs était très bien parce qu'en même temps ça servait de lest souvent pour les bateaux, le sel. Venise a le monopole du commerce du sel et surtout, enfin, redistribue le sel par exemple en Italie du Nord en prélevant une taxe très importante. Donc il s'agit vraiment, oui, il y a des produits légers, hein, en quelque sorte, comme les épices, mais la plupart des produits commercés sont des pondéreux. Les produits alimentaires et les matières premières. Les matières premières, comme le coton. Le coton est massivement importé par les Vénitiens, le coton qui sert à faire des voiles, mais le coton qui rentre dans la fabrication de beaucoup de textiles. Hein. Donc, en fait, ce sont des pondéreux, même si... Néanmoins, leur marge est différente, peut-être normale, alors que sur les produits de luxe, ils finissent par vendre le poivre... Oui, mais si vous voulez, le poivre, certes, ils le revendent très bien, mais la fortune de Venise est beaucoup plus basée sur le sel que sur le poivre, hein, si j'ose dire. Si vous voulez, les rentrées, par exemple, de la taxe sur le sel sont absolument énormes et fournissent une grande partie des rentrées douanières, parce que ce qui enrichit Venise, c'est le fait que la ville est un hub. Hein, c'est-à-dire que oui, les Vénitiens vont chercher, par exemple, chargent à Alexandrie des épices, du coton, etc. Bon. Qu'ils déchargent à Venise, et là, il y a taxation douanière. Et ces produits repartent, alors une partie reste transformée sur place, hein, mais ces produits repartent vers l'Occident, ensuite soit en bateau, soit par des caravanes de mulets quand il s'agit de passer vers les pays germaniques. Mais si vous voulez, plus que ce qui enrichit la République, ce sont d'abord les taxes douanières. C'est le fait qu'on impose une taxation que les produits, même les produits allant du Ponant ou au Levant ou du Levant au Ponant, doivent obligatoirement passer par le port de Venise et être taxés. Voilà, c'est les taxes douanières qui enrichissent d'abord la République. Oui, moi, vous voyez, je m'étais souvent trompé puisque je pensais que c'était l'arsenal, le fait de faire des bateaux qui avait rendu la ville riche. Mais en même temps, vous avez raison. Alors, en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'arsenal ne construit que les bâtiments de guerre et ne construit que les galères qui servent justement aux produits qu'évoquait Madame, c'est-à-dire aux produits légers, hein, c'est-à-dire aux épices, etc. Donc, enfin, tout ce qu'on appelle les épices, dans les épices, il n'y a pas que les épices stricto sensu. Et donc, il y avait ailleurs dans Venise toute une série de squari, hein, c'est pour ça qu'il y a autant de cale et squero, de squari, de chantiers qui construisaient les bâtiments privés. Donc, évidemment, sans, si vous voulez, la construction navale, il n'y a pas non plus de puissance vénitienne. Hein. Et en même temps, l'arsenal est, dès la fin du Moyen-Âge, une énorme concentration ouvrière, en réalité. Hein, sans doute une des plus grosses d'Europe. Mais cela étant, si vous voulez, la richesse de Venise, richesse publique avec les taxes douanières, richesse privée avec les profits des marchands, repose essentiellement sur le commerce. Et là encore, si vous voulez, ce qu'il ne faut pas oublier, là aussi, c'est vrai qu'on est fasciné par le commerce des épices, parce que, bon, de la même façon qu'on est fasciné par les grands mouvements commerciaux, mais en même temps, ce qui fait beaucoup de la richesse de Venise, c'est en fait, si vous voulez, du commerce à plus petit rayon d'action, d'une rive à l'autre, d'une rive à l'autre de l'Adriatique, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, de Corfou à telle rive, etc., où vous avez là toute une série de mouvements commerciaux qui portent, là encore, justement, sur le blé, les raisins secs, n'oublions pas les raisins secs, fondamental hein, dans l'histoire du commerce vénitien, le raisin sec. Et
les raisins, l'huile, vous voyez, ce genre de produits qui sont absolument fondamentaux hein, pour les trafics vénitiens, et pas seulement. Oui. Merci de cette présentation du livre. J'espère qu'il y ait beaucoup de pages, parce que c'est très riche, tous les arguments que vous traitez. Et je voulais vous poser une question qui m'intéresse particulièrement, qui concerne la seule industrie, entre guillemets, moderne, si j'ai bien mes renseignements, c'est celle du verre, qui a bien alimenté l'Europe, et c'est un verre qui n'a rien à voir avec le verre de Murano d'aujourd'hui, qui est plutôt un verre touristique. Donc je voudrais savoir si vous pouvez me placer des dates de ce développement de ce matériel et à quel moment le verre est obligé de changer de terme et de devenir du verre pour le tourisme. Alors en réalité, si vous voulez, l'histoire du verre, merci beaucoup, est évidemment très intéressante à Venise. Pourquoi? Parce que c'est une histoire extrêmement précoce. En réalité, dès vraiment le XIVe siècle, avec l'installation des fours à Murano, vous avez une industrie concentrée, puissante, qui, à ce moment-là, produit du verre de qualité relativement courante, qui est, dès ce moment-là, exporté. Mais ce n'est pas du tout un produit de luxe. Hein. Et cette production courante continue. Et au XVe siècle, vous voyez dans beaucoup de tavernes en Italie, mais en Allemagne aussi, de villes allemandes, les récipients d'étain ou d'un métal quelconque être remplacés par des récipients de verre qui sont massivement du verre de Murano, mais donc quelque chose de qualité assez courante. Et en particulier, on sait très bien que les Allemands de Nuremberg, etc., qui commerçaient à Venise, parmi les produits qu'ils exportaient vers leur ville d'origine, Nuremberg, Augsbourg, etc., il y avait du verre. Alors, il faut penser d'ailleurs, vous voyez le conditionnement, hein, parce que là c'était une caravane de mulets qui remontaient, etc. Donc voilà. C'était assez compliqué, je pense. Mais enfin, en même temps, dès le XVe siècle, et surtout la deuxième moitié du XVe siècle, vous avez un développement d'un secteur, toujours à Murano, d'une industrie, cette fois-ci, de luxe, avec une série d'inventions technologiques, en particulier le cristal, mais pas seulement. Vous avez tous ces verres qui, en fait, imitent en quelque sorte les pierres dures, la calcédoine, ce genre de choses, etc. Et puis, les verres émaillés, à l'or, etc. Et là, vous avez donc une production d'hyperluxe qui se vend à Venise. Et d'ailleurs, les premiers touristes du XVe siècle achètent ce genre de choses. Et puis, c'est aussi exporté évidemment vers les cours européennes et chez les élites urbaines. Et donc, cette double production se poursuit avec, au XVIe siècle, évidemment, en plus, le miroir, début du XVIe siècle, le miroir de Venise, qui là s'exporte massivement. Bon. Et puis, à partir du milieu du XVIe siècle, imitation dans d'autres villes européennes, enfin déjà italiennes puis européennes, des productions vénitiennes. Alors, un des secteurs qui continue à bien marcher, c'est le panneau de verre pour les fenêtres, ce qui vous explique d'ailleurs que Venise a eu des fenêtres en verre bien plus tôt que le reste de l'Europe, hein, parce qu'évidemment, c'est un produit local. Et à partir du XVIe siècle, il y a quand même un déclin de l'industrie du verre qui persiste. Il y a toujours beaucoup d'ouvriers, etc. Mais malgré tout, voilà, la qualité, en quelque sorte, est un peu, est concurrencée par d'autres ateliers, par d'autres productions. Les Français se mettent aussi à faire des miroirs qui imitent à la façon de Venise, etc. Et vous avez donc, alors au XIXe siècle, il va y avoir, dans la deuxième moitié, surtout dans les années 1880, une sorte de revival avec un vrai effort pour redévelopper une production plutôt plus luxueuse, etc. Et
Et en fait, ensuite, je pense qu'au XXe siècle, là, vous avez les deux secteurs qui continuent à cohabiter. La production plutôt raffinée, etc., des grands verriers, les créations, etc. Une production plus banale ou de moins bonne qualité à destination des touristes, laquelle production, d'ailleurs, je pense, est aujourd'hui largement faite ailleurs qu'à Venise, mais doit être importée depuis la Chine. Hein. Si on en juge d'après les containers qui arrivent à Port Marghera. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ah oui, d'ailleurs, dans les productions de Murano, n'oubliez pas, fondamental, les verres de lunettes. À la fin du Moyen-Âge, ce ne sont pas les seuls à en produire, mais ça a quand même été une... La pharmacie aussi. Oui, alors là aussi, il y a aussi, c'est aussi une production vénitienne, ça vous dit, voilà, il ne faut pas non plus surdimensionner, voilà, tout ne pèse pas la même chose, hein, voilà, le verre est un vrai produit d'exportation. La thériaque, oui, s'exporte, mais enfin, ce n'est pas la thériaque qui garantit des profits considérables, disons. Bon, merci à vous. Merci à Claudia Salvi.